Le Conseil de l'Europe a accueilli en 2005 la première session du Forum des Roms et des gens du voyage qui représente la plus grande minorité européenne. Nous voyageons dans tout le monde, nous sommes dans tous les pays, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a des gentils et d'autres non. Il y en a qui vivent en caravane ou mobil-home et d'autres non. Il y en a qui voyagent et d'autres non. Nous ne sommes pas tous pareils. Vérifiez. Au début du XVe siècle, des troupes de quelques dizaines à quelques centaines de pèlerins, avec femmes et enfants, font leur apparition en Allemagne, en France, en Suisse et dans les Flandres. Ils se présentent comme ducs et comtes de Petite-Égypte. Des tapisseries, réalisées au début du XVIe siècle, sont un des premiers documents iconographiques mettant en scène ces nobles étrangers en pèlerinage. Leurs vêtements sont caractérisés par des rayures, et les femmes portent une sorte de couverture attachée sur l'épaule et des turbans. De nombreuses chroniques de l'époque évoquent cet événement. Le journal d'un Parisien anonyme décrit avec force détail leur arrivée aux portes de Paris le 17 août 1427. Les badauds se pressent pour venir les observer. On s'étonne de leurs costumes, de la noirceur de leur peau. Mais ce qui va faire sensation, ce sont ces femmes qui lisent dans les lignes de la main. On remarque aussi des musiciens et des forgerons. Quelques curieux s'interrogent alors sur l'origine de ces gens. Descendraient-ils de Tubal-Caïn, ancêtre des forgerons et des musiciens ambulants? Ou d'une tribu perdue d'Israël? Seraient-ils des Égyptiens que la prophétie d'Ézéchiel condamne à errer de par le monde? Ou bien enfin des survivants de l'Atlantide? Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle que va se dissiper, grâce à l'étude de leur langue, le mystère de leurs origines. Le romani est très proche des langues du nord-est de l'Inde, comme le hindi ou le bengali. Pani, l'eau, dik, regarde, bal, les cheveux. D'après son évolution linguistique, il s'est séparé des autres langues indiennes vers l'an 1000. Le départ de l'Inde a concerné un groupe suffisamment nombreux pour avoir donné une descendance d'environ 12 millions de personnes dans le monde. Les racines empruntées au persan, à l'arménien et au grec témoignent du trajet de leur migration. Ces emprunts étant identiques dans tous les dialectes du roumani, ce groupe devait être très compact avant son arrivée en Europe. Or, à cette époque-là, il n'y a guère que les armées qui se déplacent en groupes nombreux et compacts. Mais des questions restèrent longtemps sans réponse. D'où venaient-ils exactement en Inde? Quels événements avaient pu les pousser à quitter leur pays? De quelle caste étaient-ils issus? Étaient-ils à l'origine des nomades ou des sédentaires? Le manque de traces historiques n'a pas encore permis de définir avec certitude les conditions de cette migration. Mais l'étude du contexte historique nous donne quelques éléments de réponse. Fin du Xe siècle. Des Turcs, convertis à l'islam, prennent le pouvoir dans des régions situées aujourd'hui en Afghanistan et au Khorasan, dans le nord de l'Iran. Pendant son règne, le sultan Mahmoud de Ghazni effectuera 17 raids dans le nord de l'Inde, détruisant et pillant des milliers de temples. Mais Mahmoud est un esthète. Il s'entoure des esprits les plus éclairés de son époque. Poètes, architectes et artistes affluent à sa cour où l'on parle la langue de l'élite, le persan. Il rêve d'embellir sa capitale, Ghazni, et il a besoin d'esclaves et d'artisans qualifiés. Le Coran interdit de réduire en esclavage un musulman, un chrétien ou un juif, et la progression de l'islam oblige à se procurer des esclaves de plus en plus loin. Un manuscrit arabe du XIe siècle raconte l'attaque au cours de l'hiver 1018-1019 d'une des villes les plus riches de l'Inde, Kanauj. Le butin est fabuleux. Des centaines d'éléphants, des chariots remplis de rubis et des prisonniers. 53 000 citadins de toutes castes, hommes, femmes et enfants, sont déportés vers Kaboul. De là, certains seront vendus comme esclaves à des marchands du Khorasan. Nous sommes en 1030. Mahmoud vient de mourir et une nouvelle dynastie turque, venue de Transoxiane, va bientôt prendre le pouvoir dans le Khorasan. Les Seljoukides sont, comme tous les Turcs, des nomades pastoraux. Ils élèvent des moutons et des chevaux.
se déplaçant en horde, avec attelage et tentes dans les steppes d'Asie centrale. Régulièrement, les hivers glacials et les étés torrides brûlent les pâturages. Pendant les périodes de famine, ils se tournent vers le sud. L'Inde, la Perse et Byzance, avec leurs fabuleuses richesses, sont leurs terrains d'incursion et de pillage. Les armées turques sont composées de cavaliers d'élite et de fantassins. Une grande partie d'entre eux sont des esclaves, arrachés à leur famille dès leur plus jeune âge et formés aux arts de la guerre. Ces forteresses en marche, composées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, femmes, d'enfants et troupeaux, exigent une organisation sans faille. La logistique, fabrication des armes, installation des campements et soins des chevaux, chaque cavalier possédant une dizaine de montures, est assuré par des esclaves. Les Seldjoukides sont musulmans sunnites depuis le Xe siècle. Ils dépendent du califat de Bagdad. Celui-ci se trouve alors sous la pression des chiites. En 1055, à l'aide d'une armée puissante, composée de tribus turkmènes et d'esclaves, ils libèrent le calife. Celui-ci donne à leur chef le titre de sultan. Il devient garant de l'orthodoxie sunnite et rêve de conquérir le Caire, où règnent les chiites fatimides. Mais les fréquentes incursions et pillages des tribus turkmènes en Anatolie toute proche inquiètent l'empereur romain d'Orient. Celui-ci va masser des troupes en Arménie. 200 000 hommes du côté byzantin contre 50 000 du côté seldjoukide vont s'affronter à Manzikert en août 1071. Contre toute attente, ce sont les Seldjoukides qui l'emportent. L'empereur est capturé. Sa libération sera négociée contre l'installation des Turcs en Romanie byzantine. Et en 1086, Nicée devient leur capitale. Ces événements vont émouvoir les chrétiens d'Occident qui entreprennent leur première croisade et les expulsent de Nicée en 1097. Les Seldjoukides se replient à l'est de l'Anatolie. Ils fondent le sultanat de Roum, qui signifie en arabe « romain » et par extension « chrétien » ou « grec ». Ils se sédentarisent et une importante vie culturelle et littéraire va fleurir, contribuant à l'épanouissement du persan, langue officielle du sultanat. Les populations conquises continuent, quant à elles, de parler le grec et l'arménien. Le commerce et l'artisanat se développent. On construit des routes, des caravansérails, des palais et des édifices grandioses. Le sultanat devient une des régions les plus riches de l'époque. Et cette opulence est en partie basée sur le travail des esclaves. Certains d'entre eux ont la possibilité de payer leur affranchissement, comme le prévoit le Coran, dès lors qu'ils se convertissent à l'islam, mais cela demeure l'exception. Les Seldjoukides vont faire de l'Anatolie la plaque tournante d'un commerce florissant dont ils accordent le monopole maritime aux Vénitiens. Ces derniers ont établi des comptoirs dans l'Adriatique, la mer Ionienne et la mer Égée. Et c'est précisément dans ces comptoirs que des pèlerins occidentaux, en route vers la Terre Sainte, remarquent pour la première fois la présence de populations qui apparaissent comme nouvelles. On les désigne sous le terme d'Atsingani, fusion probable entre le mot turc « tchigan », homme pauvre, et le nom grec d'une ancienne secte manichéenne, les Afinganoï. On les qualifie aussi d'Égyptiens. Il se pourrait que cette méprise soit liée à leur type physique et au fait qu'il s'agisse de musulmans, anciens esclaves des Seldjoukides. Ils auraient été signalés en Crète en 1322, à Nauplie et Modon en 1350. Et à Corfou en 1386. Cette vue de Modon est un des premiers documents iconographiques montrant la présence de ces populations en Europe. Les régions où ils se sont installés ont pu alors être baptisées « Petite Égypte » du fait d'une présence importante de ces gens que l'on prenait pour des Égyptiens. Au début du XIIIe siècle, les Mongols de Gengis Khan déferlent sur la Transoxiane et l'Iran. De nombreuses tribus turkmènes vont demander asile aux Seldjoukides. Ceux-ci leur accordent des petits émirats à la périphérie du sultanat de Roum. Une d'entre elles, la tribu d'Osman, d'abord installée à l'est de l'Anatolie,
se verra offrir un émirat à l'ouest, non loin de Nicée. Les Osmanlis ne parlent que le turc. Récemment convertis à l'islam, ils sont animés de l'ardeur des combattants de la foi, qu'on appelle les Razis. Les Seldjoukides, sous protectorat mongol, sont affaiblis et en crise dynastique. Les Osmanlis vont bientôt saisir leur chance. Fédérant les autres émirats turkmènes, ils partent à la conquête de ce qu'il reste de l'Empire byzantin. Ils mettent le pied en Europe en 1353, puis s'emparent de ce qu'il reste du sultanat de Roum en 1381. Ils remportent une victoire décisive contre les Serbes au Kosovo en 1389. En 1453, ils prendront Constantinople, qu'ils rebaptisent plus tard Istanbul. L'Empire ottoman est né. L'arrivée des premiers tziganes dans les Balkans coïncide avec celle des Ottomans. En Roumélie, c'est-à-dire la partie européenne de l'Empire ottoman, les recensements attestent dès le XVe siècle d'une importante présence tzigane. Beaucoup sont employés dans des ateliers de fabrication de munitions et dans l'armée. Le premier document attestant de leur présence dans les principautés roumaines est un acte de donation de 40 familles d'esclaves tziganes au monastère de Tismana, le 3 octobre 1385, en Muntenie. En 1428, le prince Alexandre le Bon fait don de 31 familles tziganes au monastère Bistrita, en Moldavie. Ces principautés roumaines, vassales des Ottomans, jouissent d'une certaine autonomie contre paiement d'une taxe à Istanbul. La réduction systématique de tous les tziganes en esclavage va leur permettre de répondre à cette pression économique. Les tziganes appartiennent soit au prince, soit au monastère, soit aux propriétaires terriens, les boyards. Les esclaves du prince sont libres d'aller et venir, mais doivent payer tous les ans une certaine somme. Ils survivent en pratiquant toutes sortes de métiers, commerçants ambulants, forgerons ou maquignons. Quant aux monastères et aux boyards, ils les utilisent dans les champs ou comme domestiques. Ils offrent à quelques-uns une formation et des postes de contremaître, de comptable ou d'instituteur pour leurs enfants. Les esclaves peuvent être donnés, légués ou vendus aux enchères. Le marché aux esclaves battait son plein. Le marchand à tête de turc, avec sa carrure d'athlète et sa moustache en croc, tenant un fouet dans la main droite, parcourait des yeux l'ensemble des acheteurs éventuels, habitués à reconnaître son monde. « Messieurs, j'ai l'honneur une fois de plus, et comme chaque année à la même époque, de vous vendre les plus beaux esclaves qu'on puisse trouver sur les marchés mondiaux. Moi, Constantine le marchand, je vous défie de me prouver le contraire. » Des familles tziganes furent poussées sur l'estrade. Pour activer la vente, on mit les tziganes à l'enchère par 2, puis par 3 familles. Pendant tout ce bruit, des regards de flammes se croisaient. Les larmes coulaient en silence, car un tzigane, un rom, n'a pas le droit de pleurer sur le sort malheureux de son frère de race. Depuis 1848, des fils de boyards étudiant à Paris et fortement influencés par les Lumières vont lancer un mouvement abolitionniste. Ce processus se fera en plusieurs étapes et s'achèvera en 1856. Commence alors une importante vague d'émigration d'esclaves émancipés, suivie par des Roms de Transylvanie, région peuplée de Hongrois, vers de nombreux pays d'Europe. Tous ces Roms seront appelés indistinctement Hongrois, dans la plupart des contrées où ils arrivent. Nombre d'entre eux s'embarqueront aussi à cette époque vers les Amériques. L'arrivée en Europe occidentale de groupes de pèlerins, se disant réfugiés de Petite Égypte, coïncide avec les premières victoires ottomanes dans les Balkans. L'armée serbe, regroupant également des Bulgares, des Hongrois, des Croates et des Albanais, affronta les Ottomans le 15 juin 1389 au Kosovo. Les combats furent sanglants. Le prince serbe Lazare fut fait prisonnier et exécuté. Le sultan Murad Ier perdut également la vie, mais son fils Bajazet lui succéda sur le champ de bataille.
Les Ottomans sortirent victorieux et de nombreux habitants de la région s'enfuirent, les uns vers le nord, les autres traversant l'Adriatique vers le sud de l'Italie. Parmi eux se trouvaient les Atsingani, ou Égyptiens. C'est aux hommes les plus puissants de la chrétienté que les réfugiés de Petite Égypte demandent protection. Sigismond, roi de Bohême et empereur romain germanique, leur accorde des sauf-conduits. Le pape Martin V, dans une bulle pontificale datée du 14 décembre 1423, recommande le bon accueil du duc André et de sa suite. Anciens sarrasins, c'est-à-dire musulmans, récemment baptisés, le pape leur aurait recommandé de faire pénitence. Leur pèlerinage doit durer 7 ans, sans coucher en lit. En 1414, ils arrivent en Hesse. On signale le passage d'un groupe en 1417 à Hambourg. En 1418, certains rejoignent Zurich. En cette même année, 2 chroniqueurs alsaciens mentionnent l'arrivée de 14 000 pèlerins à Strasbourg. Ils avaient de l'argent en suffisance, payaient tout, ne faisaient de mal à personne et sillonnaient tout le pays. Leur chef se nommait le duc Michel et avait 50 chevaux. En 1419, d'autres passent par Châtillon-en-Dombes, dans l'Ain. Puis se rendent à Arras et Tournai en 1421. En 1422, d'autres groupes sont à Bâle, à Bologne, puis à Forlì, le 7 août. Certains traversent les Pyrénées et se rendent à Saragosse en 1425. En 1427, d'autres viennent à Paris. Au début du XVIe siècle, quelques-uns atteindront l'Écosse, puis la Suède. Ils sont partout bien accueillis et les autorités locales leur fournissent des vivres et de l'argent pour la poursuite de leur pèlerinage. Mais ce pèlerinage de 7 ans se prolonge et ces gens, soi-disant de passage, s'éternisent. Il est vrai qu'ils ne peuvent plus retourner dans les régions d'où ils viennent, à présent sous domination ottomane. Ayant abjuré de l'islam, ils y sont des apostats, donc passibles de la peine de mort. On comprend qu'ils ne partiront plus et ils deviennent vite indésirables. De la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle, la multitude des petits États germaniques va promulguer pas moins de 148 lois d'expulsion. On va même jusqu'à organiser des chasses à l'homme. Ils circulent d'une ville à l'autre, d'un royaume à l'autre, se cachant dans les bois, vivant parfois de rapines et de menus larcins. On les tolère ici ou là, mais souvent guère plus de 2 ou 3 jours. Cette politique de maintien en mouvement va les contraindre à l'itinérance. Leur arrivée dans la péninsule ibérique va se faire en 2 temps. Après la bataille du Kosovo, en 1389, alors qu'une partie des réfugiés se dirige vers le nord, l'autre traverse l'Adriatique vers l'Italie du Sud. Près de 100 ans plus tard, certains d'entre eux s'embarqueront sur des bateaux génois vers la Sicile, la Sardaigne et l'Espagne. Quelques-uns atteindront le Portugal au début du XVIe siècle. Saragosse, le 8 mai 1425, le roi Alphonse d'Aragon remet au noble Juan de Petite-Égypte, qui vient de traverser les Pyrénées, une lettre rédigée en catalan dans laquelle il lui donne la permission d'aller et venir pendant 3 mois. Il intervient aussi en faveur du comte Thomas de Petite-Égypte, qui sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle s'est fait voler 2 chiens de race. En 1462, 2 nobles et leurs suites, composés d'une centaine de personnes, descendent jusqu'à Jaén, en Andalousie. Ils y sont reçus comme des princes. À la fin du XVe siècle, l'union d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon va faire de l'Espagne un puissant royaume dans lequel se trouve intégré le sud de l'Italie, la Sicile et la Sardaigne. L'arrivée par des bateaux génois de nouveaux tziganes se disant grecs et menés par des chevaliers ou des capitaines est pratiquement contemporaine de la conquête du royaume musulman de Grenade par les rois catholiques. Ces derniers vont mener sans tarder une politique d'assimilation forcée, d'abord à l'encontre des Juifs, très nombreux à Grenade. Ceux qui n'acceptent pas de se convertir sont expulsés du royaume en 1492. Quant aux musulmans, les morisques, ils seront convertis d'office en 1502 pour être finalement tous expulsés 100 ans plus tard. En 1499,
une loi sera édictée à l'attention de ceux que l'on appelle désormais les gitans. Ils ont 60 jours pour se fixer quelque part et exercer un métier reconnu. Sinon, ils doivent quitter le royaume. En cas de récidive, on leur coupera les oreilles, ils seront condamnés à l'esclavage ou à la peine de mort. Ce n'est que la première d'une série de lois qui leur interdira tour à tour de parler leur langue, de porter un costume distinctif, de pratiquer leur métier et de s'éloigner de leur lieu de résidence. En 1633, on envisage de les déporter vers les colonies, mais le roi s'y oppose. Le sud de l'Espagne est déjà trop dépeuplé suite à l'expulsion des Juifs et des Morisques. Mais on n'arrive pas à venir à bout de la vitalité culturelle de ceux qui, depuis tant de siècles, ont su sauvegarder leur identité. En 1749, on décide de tous les incarcérer et de confisquer leurs biens. L'opération doit se réaliser en une seule nuit dans toute l'Espagne. Cette mesure soulève des protestations. Des autorités locales et des villageois viennent réclamer leurs artisans, leurs forgerons ou boulangers. Certains seront libérés sans toutefois récupérer leurs biens confisqués et vont s'installer dans des grottes à Grenade. Les autres croupiront pendant 16 ans dans leur geôle. La dernière loi qui concerne les gitans sera promulguée en 1783. Elle leur reconnaît les mêmes droits qu'aux autres citoyens, mais ils ne doivent en aucun cas afficher de signes distinctifs ni parler leur langue, sous peine d'être marqués au fer rouge. Ils sont libres désormais de pratiquer le métier de leur choix et d'habiter où ils veulent. C'est à cette période que des familles gitanes venues de Barcelone vont commencer à s'installer à Perpignan. Des gitans se sont spontanément installés et bien intégrés en Andalousie. Ils occupent des offices laissés vacants par les Morisques, devenant maçons, bouchers, boulangers ou cordonniers. Des hommes vont servir dans l'armée des Flandres, qui fait également partie du royaume d'Espagne. On les appellera les Flamands, flamencos, nom qui s'étendra en Andalousie, aux gitans en général et à leur musique, le flamenco. Les premiers tziganes pénètrent au Portugal vers le début du XVIe siècle. Dans une pièce de théâtre interprétée devant le roi en janvier 1521, le grand auteur portugais Gil Vicente met en scène 4 ciganas. Elle s'exprime en espagnol, teintée d'un fort accent étranger qu'il va essayer de retranscrire au travers d'une orthographe particulière. C'est en quelque sorte la première prise de son de leur façon de parler. Nous venons de Grèce, issus de la noblesse par Dieu. Le sort qui a été contre nous, en terre étrangère, nous a dispersés. Ces réfugiés arrivent au Portugal dans un contexte très particulier. Depuis le XVe siècle, des côtes africaines aux côtes indiennes, les Portugais jettent les bases de leur futur empire colonial, et la découverte du Brésil en 1500 est toute récente. Or, les Portugais ne sont qu'1 million, et il leur faut peupler ces colonies pour asseoir leur pouvoir. Dès 1538, on décide donc d'expulser les nouveaux arrivants, en particulier ceux considérés comme délinquants, vers le Brésil, l'Angola et jusque vers Goa en Inde. De l'avis des autorités locales de l'époque, ils supportent mieux le climat tropical que les Blancs. Elles demandent donc à Lisbonne de leur en renvoyer de plus en plus. Ils vont y trouver un espace où leur destin sera quelque peu différent de celui de leurs frères restés en Europe. Au Brésil, ils seront marchands d'esclaves jusqu'à l'abolition en 1888. De riches familles ciganas sont installées à Rio de Janeiro. Certains occuperont même la charge d'huissier de justice, de père en fils, jusque dans les années 1970. Ce survol de 1000 ans d'histoire permet de mieux comprendre les différentes dénominations de ces populations en usage jusqu'à aujourd'hui. Les lettres de recommandation de Sigismond, roi de Bohême, ont fait croire à certains qu'il s'agissait de Bohémiens, habitants de la Tchéquie actuelle. Leur provenance de Petite Égypte les a fait connaître sous le nom d'Égyptiens,
qui en catalan donna Egyptanos, Gitanos, puis Gitan en français et Gypsy en anglais. Quant à Atsingani, il se transforma en Tzigane en français, Cigano en portugais et Zigeuner en allemand. Si la préhistoire des Tziganes se situe en Inde, leur histoire est étroitement liée au destin de l'Europe et en particulier dans ses périodes les plus sombres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis procédèrent au génocide de la plupart des Tziganes d'Europe. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux furent exterminés dans des camps. Le docteur Mengele utilisa des enfants tziganes marqués du sigle « matériel de guerre » comme cobayes pour ses expérimentations humaines. Il accordait un intérêt tout particulier aux yeux vairons, c'est-à-dire de 2 couleurs différentes, sur lesquels il pratiqua toutes sortes d'expériences barbares. Je suis un Auschwitz-Deutsche, un Allemand d'Auschwitz. Quand sur la terre n'a plus poussé que la peur au lieu de l'herbe, lorsque les arbres ont cessé de donner des fruits, ma mère a décidé de mettre au monde un enfant, et je suis né, afin que Dieu voie, afin que Dieu entende. Vous me demandez ce qu'est devenue ma mère. Elle a fini en partie là-haut, en partie ici-bas. Je veux dire que la part d'elle-même qui s'est transformée en fumée s'est élevée vers le ciel, vers les nuages, et que la poignée de cendres qu'il en est restée s'est mêlée à la terre noire. Cela s'est passé à l'époque où le docteur Mengele essayait de créer une nouvelle espèce d'homme plus mort que vif, à moitié écorché, à moitié cuit, fumé. Ma pauvre mère, elle avait un œil bleu et l'autre noir, bleu comme le ciel, noir comme un grain de muscat. Le docteur Mengele a sans doute voulu que ce deuxième œil devienne bleu, ou bien allait savoir que les deux soient noirs. Ses yeux, on les a expédiés avec l'image de moi qu'il reflétait, à la clinique d'ophtalmologie ici, à Berlin. Peut-être les yeux de ma mère nous contemplent-ils pendant que nous devisons. Il me suffit de dire que je suis un Auschwitz-Deutsche pour avoir l'impression d'entendre sa voix. Et il me semble qu'elle pleure. Maman, m'entends-tu? L'écrivain et poète rom Rajko Đurić, docteur en philosophie de l'université de Belgrade, vécut longtemps à Berlin. Il préside aujourd'hui le Pen Club de langue romanie. Selon l'histoire et le destin qui a été le leur dans les différentes régions d'Europe, les Tziganes apparaissent aujourd'hui en 3 grands groupes. Les Roms, les Sintés et les Calais, qui sont les noms que chacun d'entre eux se donne à lui-même. Les Roms vivent essentiellement en Europe centrale et orientale. Ils sont environ 8 millions et ils sont sédentaires. Le mot « Rom » viendrait de la racine sanskrite « dom », avec un « d » rétroflexe, qui évoluera en « Rom ». Les Dom étaient une caste de musiciens dont le nom aurait été étendu à tous les autres migrants d'origine indienne issus d'autres castes. Les Roms se subdivisent en de nombreux groupes portant le nom de leur profession traditionnelle, comme par exemple Calderash pour les chaudronniers, Lovara pour les maquignons ou encore Churara pour les fabricants de tamis. Les Sintés, que l'on appelle manouches en France, se sont implantés principalement en Allemagne, en Italie et en France. Ils sont environ 400 000. Le mot Sinto vient probablement du mot Sind, qui pendant longtemps désignait l'Inde. Les premiers Sintés qui arrivèrent en Italie au début du XVe siècle disaient d'ailleurs venir d'Inde. Quant au mot manouche, il vient du sanskrit manus, qui signifie l'être humain, tout comme le mot Mensch en allemand. Le célèbre créateur du jazz manouche, Django Reinhardt, est une des figures les plus emblématiques de cette communauté. Les siècles de mobilité imposés à leurs ancêtres font qu'ils sont aujourd'hui encore majoritairement itinérants. Les Calais, connus sous le nom de Gitans, vivent dans la péninsule ibérique, en Amérique du Sud, et dans le sud de la France. Ils sont environ 1 200 000 et très majoritairement sédentaires. En Espagne,
Il se trouve surtout implanté en Andalousie et en Catalogne. Le mot Calo, qui signifie noir, rappelle celui de la déesse hindoue Kali, nom donné également à la Sainte Sarah du célèbre pèlerinage des Saintes Maries de la Mer dans le sud de la France. En général, Rome, Sinté et Calais ont adopté la religion majoritaire des pays où ils vivent. Ils sont orthodoxes en Roumanie, en Serbie et en Russie. Musulmans en Turquie, en Albanie ou Macédoine. Protestants en Allemagne ou en Finlande. Et catholiques en Espagne, au Portugal, en Italie, en France et en Pologne. Depuis les années 50, on assiste à de nombreuses conversions à l'Église évangélique. Parti de France, ce mouvement s'élargit maintenant à diverses communautés de Rome, Sinté et Calais, de par le monde. Certaines grandes fêtes religieuses et pèlerinages rassemblent toutefois des fidèles de toutes confessions, comme aux Saintes Maries de la Mer et à Częstochowa en Pologne. La dispersion en Europe et les influences des langues majoritaires ont fait évoluer le romani en 3 branches principales. Le romani proprement dit, encore très proche des langues indiennes, mais avec des emprunts au roumain, au bulgare ou au hongrois. Le sinto, fortement influencé par l'allemand, et le calo, qui ne compte plus que quelques mots d'origine indienne mélangés au castillan ou au catalan. Une langue d'immigration disparaît en moyenne au bout de 4 ou 5 générations. Le romani s'est transmis en dehors de son contexte et sans écrit de référence depuis près de 1000 ans. Ceci est un phénomène exceptionnel. Le romani est parlé aux 4 coins du monde. C'est une langue reconnue dans diverses institutions internationales telles que le Conseil de l'Europe ou l'OSCE. Si la littérature romani a été pendant longtemps exclusivement orale, elle se développe depuis environ un demi-siècle sous sa forme écrite. Le romani est enseigné dans différentes universités européennes, en particulier à Bucarest et à l'Institut national des langues orientales de Paris. Lors du premier congrès international romani qui s'est tenu à Londres en 1971, un certain nombre de résolutions furent adoptées afin d'affirmer l'expression d'une identité. Le terme de tzigane ayant une connotation très péjorative dans de nombreux pays, l'usage du mot Rome fut préconisé pour qualifier toutes ces communautés, Rome, Sinté et Calais. Mais Sinté et Calais restent attachés au nom qu'ils se donnent eux-mêmes. Depuis 1971, les Roms, Sinté et Calais possèdent un drapeau. 2 bandeaux, l'un représentant le ciel, l'autre la terre, et au centre, une roue, réminiscence de la chakra indienne, symbolisant l'univers, la vie et le voyage. Et on adopta comme hymne la chanson Gelem Gelem de Jelko Jovanović. Alors que le musicien rom visitait le camp de concentration de Stutthof, une mélodie balkanique traditionnelle lui revint à l'esprit et l'émotion qu'il ressentait lui inspira ces paroles que nous interprète la chanteuse Awina Burgess. Gelem, gelem, lungo nedro mensa, maladilem, bachtalero mensa, ahramale. Kotar tu menave
Souvent assimilés aux tziganes, de nombreux voyageurs sont en réalité d'origine européenne. Les Yéniches, par exemple, qui vivent en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en France, sont essentiellement originaires du Palatinat en Allemagne. Leur histoire commence au XVIIe siècle, suite à la guerre de 30 ans. Cette guerre, qui a provoqué une des plus grandes catastrophes économiques et démographiques de l'histoire de l'Alsace, de la Lorraine, de la Franche-Comté et des régions du sud-ouest de l'Allemagne, comme le Palatinat, va entraîner des populations entières à errer sur les routes. Ces dernières adopteront une multitude de métiers itinérants. Ils sont les ancêtres des Yéniches. En Allemagne, on dénombre près de 250 000 Yéniches, presque tous sédentarisés depuis la moitié du XXe siècle. Considérés comme asociaux par les nazis, beaucoup furent persécutés et internés dans des camps. En Suisse, les Yéniches sont environ 30 000, mais moins de 10% d'entre eux continuent le voyage. Leur histoire au XXe siècle est marquée par les actions criminelles d'une œuvre de charité nommée Pro Juventute. Les enfants, enlevés de force, furent placés dans des foyers pour y être rééduqués à la vie sédentaire. Le film Les enfants de la Grande Route retrace cette histoire. Les Yéniches suisses sont les seuls à être reconnus comme minorité nationale. La plupart des Yéniches français sont originaires d'Alsace et de Moselle. Lors de l'annexion de ces régions par les Allemands en 1871, les habitants eurent le choix d'opter pour la France. C'est ce que firent de nombreux Yéniches, qui trouvèrent refuge en Auvergne et dans d'autres régions françaises. Ils sont encore très nombreux à mener une vie itinérante. Depuis quelques années, on assiste à une émergence d'intellectuels yéniches soucieux de préserver la mémoire de leur communauté. Ils ont alors entamé des travaux de recherche sur leur langue, le yéniche, en vue de sa conservation. C'est une langue de communication orale dont il n'existe que très peu de traces écrites. Il s'agit d'une forme d'allemand auquel se rajoute un important vocabulaire emprunté au yiddish et au romani. Le mot yéniche apparaît pour la première fois en 1714. Il viendrait du verbe romani djan, qui signifie savoir, celui qui sait, qui est malin, qui est rusé. Les Yéniches sont environ 400 000 personnes. Ils sont pour la plupart sédentarisés, mais certains continuent le voyage, surtout en France et en Suisse. Le chanteur suisse Stéphane Escher est d'origine yéniche. Les travelers irlandais, ou pavis, comme ils s'appellent eux-mêmes, sont environ 50 000. La moitié d'entre eux a émigré vers l'Angleterre, les États-Unis ou l'Australie. Eux aussi possèdent leur propre langue, le Shelta, mélange de gaélique, d'anglais et d'anglo-romani. Yéniche, pavis, mais aussi mercheros espagnol, voyageurs belges et français, tatars suédois et caminantes siciliens, représentent aujourd'hui près de 600 000 personnes. La France est le pays d'Europe qui a la plus forte prédominance de familles itinérantes. Leurs ancêtres, suite à des facteurs à la fois historiques et économiques, ont développé des stratégies de subsistance par la mobilité. Depuis le Moyen Âge, circulent en France beaucoup de gens originaires de Picardie, de Gascogne, d'Auvergne ou encore de Normandie. Ils sont colporteurs, ouvriers, maçons, pèlerins ou vagabonds. À partir du XVe siècle, les Égyptiens de Bohême viendront grossir le flot de ces populations qui vont être rapidement qualifiées indistinctement de bohémiens. Ces compagnies d'Égyptiens vont vivre pendant quelque temps de l'aumône due aux pèlerins. C'est l'époque de la guerre de Cent Ans. Le nom de Jeanne d'Arc résonne, tandis qu'ont lieu de nombreux pillages et agressions par des bandes armées qui sillonnent la France. Mais l'aumône est un mode de subsistance fragile. Les troupes bohémiennes vont alors servir les armées privées des petits seigneurs féodaux. Ces derniers apprécient les compétences de leurs forgerons et maquignons, mais aussi de leurs musiciens qui égayent leurs banquets. Ainsi, la petite noblesse provinciale les accueille et les protège avec bienveillance, parrainant souvent leurs enfants. Le règne de Louis XIV va engendrer de nouvelles politiques dont l'interdiction de la guerre privée. En 1682, il va ordonner l'arrestation de tous ceux qui s'appellent bohèmes ou égyptiens, leurs femmes et leurs enfants, et autres de leur suite. Les hommes seront enchaînés et envoyés aux galères,
tandis que les femmes seront rasées et conduites à l'hospice avec leurs enfants. Il interdit aux nobles de continuer à leur donner retraite dans leur château. Beaucoup vont se réfugier et se cacher dans des zones frontalières comme l'Alsace et le Pays basque. Au Pays basque, du XVIIIe au XIXe siècle, la plupart d'entre eux va se sédentariser ou bien exercer de petits métiers itinérants. Certains deviennent vanniers, tondeurs de mulets, tourneurs sur bois, scieurs de long, pêcheurs, marchands de poissons, alors que d'autres servent dans l'armée ou dans la marine. Mais la population se plaint depuis quelque temps d'actes de brigandage et on accuse systématiquement les bohémiens. Le préfet des Basses-Pyrénées reconnaît qu'ils ne sont pas toujours fautifs, mais que leur existence sert de prétexte pour encourager ceux qui ont des dispositions au crime, dans l'espoir que tout sera rejeté sur eux. En 1802, on arrête plus de 500 personnes. Les hommes sont condamnés aux travaux forcés. Les infirmes, les femmes et les enfants sont dispersés dans des dépôts de mendicité sur tout le territoire français. Petit à petit, des protestations s'élèvent contre ces incarcérations arbitraires et les conditions inhumaines de détention. Ils ne seront libérés qu'entre 1804 et 1805. Dans de nombreuses régions françaises, les contrôles policiers vont se multiplier à l'égard de tous ces gens qui demeurent une énigme. En effet, si quelques érudits viennent de découvrir l'origine de leur langue, le grand public ignore tout d'eux. Le mystère qui les entoure est inquiétant pour certains, fascinant pour d'autres, comme pour les romantiques, qui vont sublimer l'étrangeté et l'errance. Mais l'inquiétude est tout aussi dangereuse que la fascination. Certains événements historiques provoquant l'arrivée de nouvelles populations dites tziganes en France vont cristalliser le rejet. L'abolition de l'esclavage des Roms dans les principautés roumaines déclenche une forte vague d'émigration. Certains d'entre eux arrivent en France à partir de 1867. Ceux que l'on appelle alors les Hongrois suscitent la même curiosité chez les badauds que l'arrivée des Égyptiens de Bohême 350 ans auparavant. Lors de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne, en 1871, beaucoup de Manouches et de Yéniches optent pour la France. Ils arrivent avec leurs roulottes dans de nombreuses régions. C'est également à cette époque que les Sintés, originaires du Piémont en Italie, viennent s'installer en France. Beaucoup d'entre eux sont des ancêtres des grandes familles de forains et de gens du cirque tels que les Bougliones. La fin de ce XIXe siècle est une période marquée par une mobilité intense. L'industrialisation, l'exode rural et les guerres ont poussé des milliers de gens sur les routes. On vit dans la psychose de l'insécurité. Ces populations mobiles apparaissent comme des parasites anti-hygiéniques et propagateurs d'épidémies. Les maires multiplient les interdictions de séjour ou de stationnement sur leur commune et prennent des mesures d'expulsion. C'est dans ce contexte que l'État français va procéder au recensement des nomades. En 1895, 400 000 individus, dont 25 000 qualifiés de bohémiens et vagabonds, seront répertoriés. La loi de 1912 va les classer en 3 catégories. Les marchands ambulants, les commerçants ou industriels forains et les nomades. Ces derniers seront munis dès l'âge de 13 ans d'un carnet d'identité avec signalement anthropométrique. La taille, la hauteur du buste, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, c'est-à-dire la largeur du visage, la longueur de l'oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauche, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux, les empreintes digitales et 2 photographies, l'une de profil et l'autre de face, comme les criminels recherchés. De plus, un carnet collectif est délivré aux chefs de famille. Ces carnets doivent être visés à l'arrivée et au départ de chaque commune. Les autres catégories sont aussi munies de documents. Les ambulants ont un récépissé de marchands. Quant aux forains, leur carnet ne contient que quelques données anthropométriques et n'a pas besoin d'être visé à chaque déplacement. Cette loi ne sera abrogée qu'en 1969. Durant la Seconde Guerre mondiale, ces carnets vont servir à interner dans des camps 6500 nomades et forains français. Environ 400 de ces détenus furent déportés vers les camps allemands d'Orianenburg et Buchenwald.
Les camps français étaient répartis sur tout le territoire, 25 en zone occupée et 5 en zone libre. Conditions de détention déplorables, vexations et humiliations furent le pain quotidien de ces familles. Ils ne furent libérés qu'en 1946, soit bien après la fin de la guerre. Depuis quelques années, des chercheurs ont entrepris de tirer de l'oubli cet épisode de l'histoire de France en recueillant la mémoire des victimes et des autres témoins. Depuis les années 90, avec la chute du mur de Berlin et l'entrée de nombreux pays de l'Est dans l'Union européenne, les frontières se sont ouvertes. De nombreux Roms, vivant une situation difficile, entre conflits régionaux, chômage et discrimination, espèrent trouver en Europe de l'Ouest une meilleure situation. Ils effectuent des migrations pendulaires entre leur pays d'origine et le pays d'immigration. En France, ils ne représentent que quelques milliers de personnes. Ils sont souvent assimilés par les institutions et les médias aux 500 000 gens du voyage français. La méconnaissance des situations provoque incompréhension réciproque et réponses inadaptées comme par exemple l'installation fréquente de ces sédentaires en caravane. Beaucoup de familles, de toutes origines, auvergnates, manouches, picardes, sinti, normandes, roms ou yéniches, exercent des professions itinérantes. Souvent héritées de père en fils, celle-ci fait à tel point partie de l'histoire familiale qu'on ne saurait dire si, à l'origine, on voyage pour pouvoir gagner sa vie ou si on travaille pour pouvoir voyager. Beaucoup exercent des métiers indépendants. Ils possèdent leur propre entreprise et sont inscrits au registre du commerce ou des métiers. Ils sont marchands forains ou artisans. Certains se spécialisent dans les services, comme le ramonage, la peinture ou l'élagage. D'autres sont ferrailleurs ou brocanteurs, ou encore travailleurs saisonniers, employés à la cueillette des fruits ou aux vendanges. Héritière des grandes foires du Moyen-Âge, la fête foraine est encore de nos jours la première sortie familiale des Français. Avec leurs manèges, pêche au canard ou grandes attractions, 25 000 familles d'industriels forains sillonnent la France de fête en fête, des plus prestigieuses aux plus modestes. Leur dynamisme est créateur d'emplois pour les fabricants de peluches et de ballons, les constructeurs de manèges, de caravanes et de remorques. Pommes d'amour, guimauve ou barbe à papa sont aussi de la fête, et 80% de la production du nougat de Montélimar est écoulée par les forains. Qu'ils soient traditionnels, familiaux ou contemporains, 600 cirques parcourent la France. Ils emploient, selon l'importance du spectacle, d'une vingtaine à plusieurs centaines de personnes. De nombreux marionnettistes et spectacles de guignols font également partie du monde du voyage. Parmi ces familles itinérantes, il y a aussi des mariniers. Encore environ 1 millier d'entreprises de batellerie artisanale transportent des marchandises le long des voies fluviales. Ces communautés très diverses partagent un certain nombre de valeurs. La famille représente la cohésion et la solidarité. Autonomie économique et polyvalence permettent de faire face et de s'adapter à de nouvelles situations et à de nouveaux marchés. Le voyage, enfin, est synonyme d'équilibre et de dynamisme. Quand on voyage, c'est qu'on a du travail. Officiellement, les tziganes et gens du voyage sont systématiquement classés, sans référence à un niveau de vie ou à une activité professionnelle, dans les populations défavorisées. Comme le souligne Jacqueline Charlemagne, docteur en droit et longtemps présidente de la revue Études tziganes, si de nombreuses familles sont en situation de grande précarité, d'autres bénéficient d'une bonne insertion économique. L'itinérance est un mode de vie qui n'est pas obligatoirement synonyme de misère. Mais l'itinérance n'est pas qu'un mode de vie. C'est une culture, une véritable identité. Identité en quelque sorte institutionnalisée par la loi de 1969 qui instaure, dès l'âge de 16 ans, des titres de circulation, sorte de carte d'identité du voyageur. Il concerne tous ceux qui sont sans domicile fixe depuis plus de 6 mois et qui vivent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile. Le livret spécial A est délivré à ceux qui exercent une activité ambulante et qui sont inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Le livret spécial B est remis aux salariés. Le livret de circulation est délivré à ceux qui disposent de ressources régulières. Quant au carnet de circulation, il concerne ceux qui ne sont ni salariés ni commerçants et qui n'ont pas de revenus fixes.
Il doit être visé tous les 3 mois par un commissaire de police ou un commandant de brigade de gendarmerie. La loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, fait obligation aux communes de plus de 5000 habitants d'aménager une aire d'accueil ou de passage. En 2006, moins de 15% des communes s'étaient conformées à la loi. Certains voyageurs cherchent à acquérir des terrains familiaux, mais ceci demeure très difficile, et une majorité de familles est, de fait, assignée à l'errance. Aujourd'hui, de nombreux voyageurs ont perdu leur activité et leur mobilité. Ils s'installent dans des conditions souvent précaires et insalubres au fond d'un terrain, en espérant reprendre le voyage un jour. Les gens du voyage sont en grande majorité citoyens français. Nombre d'entre eux sont morts pour la France dans toutes ces guerres. Le monument aux morts de Rouen, financé par les forains eux-mêmes, rend hommage à leur mémoire. La Commission nationale consultative des gens du voyage, placée auprès des ministres des Affaires sociales et du Logement, est chargée d'étudier les problèmes spécifiques que connaissent les gens du voyage et de faire des propositions en vue d'améliorer leur insertion dans la communauté nationale. Elle est composée de représentants de ministres, d'élus, de représentants des gens du voyage et de personnes qualifiées. Du Moyen Âge au XXIe siècle, des familles d'origines diverses, auvergnates, manouches, picardes, yéniches, bretonnes, sinté ou savoyardes, mais aussi calais et roms, sont venues composer la mosaïque des Roms et des gens du voyage en France. Ceux qui ne sont pas roms, sinté ou calais sont qualifiés de gadje. Pour les voyageurs, gadjo est synonyme de sédentaire. Mais nous sommes tous, Gora en Inde, gaijin au Japon ou gabach en Occitanie, l'autre de quelqu'un d'autre. Le racisme aime la confusion comme le loup aime le brouillard, et il est indispensable que les journalistes et enseignants tentent de redonner aux mots leur histoire et leur signification. C'est ce que nous avons tenté de faire, tout en mesurant l'immensité de la tâche. Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome.